Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous live FPI cet après-midi pour 1h30 ensemble. Pour le dernier rendez-vous de l'année, et on va parler d'un sujet, et pas les moindres, c'est trésorerie, garantie, caution, Et confiance. et créer la confiance entre les partenaires de l'acte de construire. Donc nous avons l'honneur d'avoir autour de la table Monsieur Rémi Defay. Bonjour à tous, Rémi Defay, je travaille chez Vinci Immobilier. Merci d'être avec nous. Monsieur Frédéric K. Bonjour à tous, Frédéric K. Donc je travaille chez SMA BTP comme directeur caution. Merci. Merci à vous. Et notre invité d'honneur, On ne présente plus. Donc on va laisser se qu'on va laisser présenter, Pierre Pellouzet. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Tout l'honneur est pour moi et je suis très heureux d'être ici avec vous et avec toutes celles et ceux qui nous écoutent. Donc on a souhaité faire ce webinaire avec l'équipe de la commission construction, avec Bérangère, la commission juridique, assurance, parce que depuis 4 ans, Pierre, pratiquement, nous travaillons ensemble avec la médiation des entreprises. Ça a été initié par toi au moment de la crise du Covid, puis la crise en Ukraine. Et donc l'objectif, c'est de travailler ensemble pour générer des retours d'informations sur les difficultés de paiement, qu'est-ce qui coince, pourquoi il y aurait des problèmes de trésorerie entre les acteurs, et ce qui nous a amené au cours de l'année 2025 à travailler sur un guide que nous vous présenterons à la fin, dans la deuxième partie de ce webinaire. Sur lesquels on attend vos réactions. On vous rappelle que vous avez un chat pour poser vos questions, réagir. Et on relaiera vos messages. Surtout, n'hésitez pas exactement à poser les questions sur le fil de conversation. On les relaiera en live pendant que nous les recevrons. Et donc, le premier sujet, Pierre, c'est la présentation. Qu'est-ce que la médiation des entreprises? Comment ça marche? Qui l'a mise en œuvre? Pourquoi? Comment ça marche? Et puis, toute l'activité que toi et tes équipes menaient au sein de cette médiation des entreprises. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Encore une fois, très heureux d'être ici et de présenter la médiation. Je ne sais pas si de l'autre côté de l'écran, il y en a qui connaissent un peu, beaucoup, énormément la médiation. Je vais essayer quand même d'être assez large dans ma présentation, de manière à ce que vous en ressortiez avec une bonne connaissance de ce que nous sommes et surtout de ce que nous pouvons faire pour vous. Donc je vais lancer la présentation. Voilà. Hop, présentation. C'est parti. Donc Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Ça, c'est moi. Du coup, je passe à la page suivante. Alors oui, il y avait marqué ministère de l'économie. Effectivement, oui. J'ai un rôle public. Il se trouve que je suis nommé par le président de la République, placé auprès du ministre de l'économie. Ce qui veut dire que depuis, comme ça fait bientôt 13 ans que je suis là, depuis au moins 13 ans, les différents ministres de l'économie se sont rendus compte qu'avoir de la médiation, donc un outil de confiance entre les acteurs économiques, ça avait du sens, c'est donc important parce que ça nous donne des moyens pour vous aider, pour travailler avec vous sur tous les sujets qu'on va décrire. D'ailleurs, Pierre, oui. C'est vrai qu'on en a souvent parlé. Allez voir la DGFiP ou le ministère des Finances quand on a des problèmes, c'est pas forcément naturel. Donc même si, ils peuvent aider aussi. Voilà, c'est pour ça que j'insiste auprès de nos auditeurs. Vous verrez, il y a nombre d'outils et dont la médiation que tu diriges au sein des actes du ministère des Finances qui sont, et des DGFiP, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir avant qu'il ne soit trop tard. Absolument, j'y reviendrai en fin de présentation. Il y a beaucoup d'outils, malheureusement sous-utilisés, peut-être par peur, comme tu l'as dit, Franck. Parfois, on se dit, allez voir les gens de la DGFiP, c'est pas si évident. C'est pas évident. Et pourtant, il y en a qui sont là pour vous aider, mais encore une fois, on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, si vous le voulez bien. Alors, en quelques mots, je vais essayer de décrire ce qu'est la médiation des entreprises, un peu le mode d'emploi, parce qu'une fois que j'aurai décrit ce que c'est comment ça marche, quelques chiffres, et puis on va zoomer sur la magnifique filière bâtiment travaux publics avec lequel, comme Franck le disait, on travaille depuis de nombreuses années. Alors, le médiateur des entreprises, donc, même s'il y a écrit plein de choses ici, pour moi, le but premier, c'est de travailler sur la confiance. Et j'aime bien parce qu'il y a marqué confiance en face de moi dans le titre de cette table ronde. On est là pour générer de la confiance entre les acteurs économiques. On est complètement conscient depuis le départ que la confiance génère du développement économique, génère du business, et qu'à contrario, la défiance tue le business. Et donc, plus il y a de confiance en général et en particulier entre les acteurs économiques, plus on peut développer le business. Et donc, d'où la création de cette médiation qui est là pour travailler sur tous les outils qu'on peut trouver pour renforcer la confiance entre les acteurs économiques. Donc, bien sûr,
un service public de médiation. Je reviendrai sur ce qu'est la médiation, mais c'est un outil merveilleux. J'espère que vous allez en découvrir un petit peu plus aujourd'hui. Et puis construire avec tous les acteurs économiques des solutions solidaires et responsables. J'aime bien ces deux mots, solidaire, parce que la solidarité, c'est pas juste être gentil parce qu'on veut être gentil, c'est parce que pour moi c'est un impératif. Bien travailler tous ensemble, une solidarité, c'est ce qui permet de passer les caps et les épreuves. Et on peut se dire que, ne serait-ce que sur les 5 dernières années, des épreuves, on en a connu quelques-unes. Et responsable, parce que là aussi, la responsabilité, c'est quelque chose qui permet de renforcer le travail collectif qu'on fait pour que notre économie se développe. Donc, encourager des comportements, notamment d'achat responsable. On a développé ce qu'on appelle le parcours national des achats responsables. Je vais en dire 2 mots tout de suite, parce qu'on n'y reviendra pas après. C'est-à-dire une charte. Et puis, au fur et à mesure du parcours, on peut aller jusqu'à un label pour mettre en avant les acteurs publics et privés qui portent des achats responsables, c'est-à-dire qui font attention à leur tissu économique de fournisseurs, qui font attention à l'environnement et qui font attention aussi au côté social, sociétal, travailler avec le monde du handicap, de l'insertion. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les achats responsables. Et donc, déjà, je ne peux que vous engager à rentrer dans ce parcours des achats responsables. Rémi, peut-être, c'est des choses que vous pratiquez, je pense. Tout à fait, on pratique bien chez Vinci en général et chez Vinci Immobilier. On a à cœur effectivement de travailler avec des acteurs locaux et on favorise les sociétés qui nous proposent ce type de prestations. Ça, c'est évident, quand on peut, bien évidemment. Oui, oui, bien sûr, et c'est effectivement de l'encouragement. On est conscient que personne n'est parfait, ça se saurait, mais c'est vraiment un chemin de progrès qui commence par la signature d'une charte, et on a plus de 3000 signataires aujourd'hui, donc ça prend une ampleur considérable, et qui petit à petit amène les plus avancés à une labellisation qui se base sur les meilleures normes mondiales. On a la France a porté, c'est pour ça que je peux le dire, a apporté une norme ISO. Alors, je sais qu'il y a des friands de normes ISO autour de cette table, évidemment. Ou pas, mais en tout cas, ça donne une référence. Et la norme ISO sur les achats responsables, la 20400, a été portée par la France. Et donc, notre label s'appuie sur la norme ISO. Donc, quand une entreprise ou un acteur public est labellisé, il peut dire « je suis les meilleures pratiques mondiales sur les achats responsables ». Et on tenait à le faire parce qu'on a pas mal de grands groupes qui sont internationaux, donc avoir un label purement français n'aurait pas voulu signifier grand-chose. Donc voilà, beaucoup de sujets sur les achats responsables. Vous trouverez ça sur le site, d'ailleurs je le précise, je redirai peut-être plusieurs fois le nom du site, www.mediateurdesentreprises.fr. Vous trouverez tout sur les achats responsables et peut-être que déjà vous aurez envie de rentrer dans ce parcours. Et d'ailleurs, en parlant avec les entrepreneurs et les adhérents de la fédération, on s'est aperçu qu'un grand nombre d'acteurs le pratiquent quelque part. Oui. Parce que je parle sous ton contrôle, Rémi, mais beaucoup d'adhérents nous disent voilà, on travaille avec des entreprises que l'on connaît, qui sont dans le tissu régional, quand on est avec nos fédérations régionales. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire de mieux faire connaître cette carte, parce que peut-être que, comme on le voit avec la RSE, certains acteurs le font et n'auraient pas beaucoup de difficultés à rentrer dans la charte. Oui, d'ailleurs, peut-être même sans signer la charte. Mais au moins s'en inspirer. Sans doute qu'il y a de très bonnes pratiques. Re-signer un document, tout ça, ça se discute parce qu'il y a tellement de choses qui régissent notre métier, ça commence à faire beaucoup. Mais bien évidemment, il y a plein de choses dont on peut sans doute s'inspirer. Tu parlais tout à l'heure des acteurs locaux. On travaille beaucoup avec les acteurs locaux. On fait aussi très attention chez Vinci Immobilier au taux de dépendance qu'on peut avoir, nous, vis-à-vis d'une entreprise, et une entreprise vis-à-vis de nous. C'est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie complètement des sujets, le taux de dépendance, le travail local, les délais de paiement. Ceux qui me connaissent savent que c'est un sujet dont je peux parler à longueur de journée, mais c'est quand même un sujet évidemment impératif. Quand on voit trésorerie en face de soi, on pense tout de suite délai de paiement, parce que c'est le cœur de la trésorerie, c'est ça. Et évidemment, dans tout ce mouvement-là, il y a améliorer les délais de paiement, faire attention à son tissu de fournisseurs, surtout les plus fragiles. Donc tout ça se retrouve dans les achats responsables. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous le faites déjà comme beaucoup, n'hésitez pas à le mettre en avant. C'est aussi une manière de mettre en avant, de signer la charte et d'aller petit à petit vers le label. Ça permet de valoriser ce que vous faites déjà, donc autant le faire. Et puis, dernier point qui peut intéresser certains d'entre vous, on travaille aussi sur le crédit impôt recherche. Alors, c'est notamment sous l'angle des cabinets conseils, parce qu'on s'est rendu compte en travaillant dessus qu'il y avait toutes sortes de cabinets conseils, certains très sérieux et compétents, d'autres peut-être un peu moins. Et donc, notamment pour des petites structures qui font appel à ces cabinets,
on a voulu travailler avec tout l'écosystème pour bâtir un référencement des cabinets conseils. Et donc là aussi, n'hésitez pas, tous les cabinets référencés sont sur le site. Voilà, j'ai l'impression d'être en train de faire une publicité pour le site, mais... C'est une grosse boîte à outils. Voilà, c'est une boîte à outils qui intègre d'autres boîtes à outils, et j'y reviendrai tout à l'heure, donc je passe sur cette page-là. L'historique assez rapidement, mais pour vous montrer l'évolution qu'a pu prendre la médiation. En 2010, quand on a démarré, c'était la médiation inter-entreprise industrielle et de la sous-traitance. Donc vous voyez, c'était très ciblé. Au départ, c'était les états généraux de l'industrie qui avaient créé cette médiation. On a assez vite ouvert déjà hors industrie, à tout service, bâtiments, travaux publics, etc. Et puis on a ouvert aussi au marché public en 2012. Et donc à l'innovation ensuite, je parlais de crédit impôt recherche. On a fusionné tout ça parce qu'à un moment donné, avoir 2-3 médiations, ça ne voulait plus rien dire. Et donc la médiation des entreprises sous ce nouveau nom existe depuis 2016. On a commencé à travailler un peu sur les relations entre entreprises et administration. On fait déjà les marchés publics, mais il y a aussi tout le reste, tous les sujets entre entreprises et administration. On a fait une expérimentation pour mettre de la médiation entre les entreprises et les administrations sur tous les sujets. Et d'ailleurs, pour la petite info, il y a un texte de loi qui s'appelle Simplification, qui un jour va sortir, j'espère, qui malheureusement, vous le savez, est retardé à chaque changement de gouvernement. Mais dans ce texte, il y a enfin un article qui généralise ce qu'on a fait en 2018-2020. Et donc, j'espère qu'après ce texte de loi, on pourra mettre des médiations partout entre les entreprises et les administrations. Voilà, petit teaser pour la suite. On a mis en place, à l'occasion de la crise Covid, des comités de crise. Un premier qui était sur les délais de paiement, parce qu'en mars 2020, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous, on a vu décoller, mais alors à une vitesse exceptionnelle, le nombre de saisines de médiation sur les retards de paiement. Et donc, on a mis en place à l'époque un comité de crise dédié là-dessus. Et là, c'était plus de la médiation, je dois dire, on appelait les chefs d'entreprise et les directeurs financiers un par un pour leur dire attention, arrêtez, parce que là, vous êtes en train de tuer des moyennes et petites entreprises. On a mis en place un deuxième comité de crise au moment de la crise de l'énergie. Et donc, même chose, on a beaucoup travaillé sur l'énergie. Il y a même un petit guide que vous trouverez sur le site qui s'appelle la checklist énergie, qui vous donne quelques trucs. Toujours besoin d'en apprendre plus sur l'énergie. On l'a vu notamment à cette époque où les gens ne comprenaient pas pourquoi leurs factures flambaient, leurs contrats flambaient, etc. Donc tout ça, avec tous les experts, est rédigé sur le site du médiateur. Et puis un comité de crise, depuis 4 ans, sur la filière bâtiments travaux publics. On s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on arrête de l'appeler comité de crise? Mais malheureusement, d'une crise à l'autre, le secteur reste en difficulté. Et je ne vais pas citer tous les événements qui ont fait qu'on connaît ces difficultés, mais vous les connaissez les uns les autres aussi bien, sinon mieux que moi. Voilà, donc... D'ailleurs, à ce titre, on est tout à fait heureux et satisfait qu'on puisse discuter de la crise avec toi, parce que toutes les administrations ne la reconnaissent pas forcément. Et ceci ne regarde que moi. Voilà. En tout cas, nous, on est là pour écouter et faire en sorte que les gens s'écoutent aussi. Une des beautés de ce comité de crise, c'est qu'il y a tout le monde. Oui. De l'amont à l'aval, on a tous les acteurs que vous connaissez, les fabricants de matériaux, les distributeurs, les artisans, les grands groupes, les promoteurs, le logement social. Voilà, depuis 4 ans, on travaille tous ensemble de manière à ce qu'il y ait un dialogue constant sur l'ensemble de la chaîne. Et je crois que ça aussi, c'est important. Évidemment, tout le monde se parlait un peu deux par deux, mais quand on se parle tous ensemble, on arrive à avoir une vision, une perspective beaucoup plus vaste. C'est ça aussi la médiation, faire en sorte que tout le monde puisse se parler de manière la plus large et le plus apaisé possible. Hein, je parle sous votre contrôle. Des fois, c'est nerveux, mais... Bah, c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Pour finir rapidement sur ma timeline, comme on dit, on travaille aujourd'hui beaucoup aussi sur les relations de grande distribution. En plus, c'est de saison, parce que là, on entame la saison des négociations annuelles entre la grande distribution et les fournisseurs. Donc, on est encore plus depuis la loi du 30 mars 2023 sur des médiations pour les aider à finaliser les négociations. Et puis, dernier point aussi qui est un petit peu périphérique pour vous, je suis à la tête d'un observatoire des relations entre les grands comptes et les startups. Alors je dis périphérique, mais il y a un certain nombre de grands comptes qui nous écoutent. Et sachez qu'on essaye non seulement de mesurer, mais dans la prochaine version de cet observatoire, de proposer quelques bonnes pratiques pour améliorer les relations entre les grands comptes et les startups, parce que c'est indispensable.
Les startups ont besoin des grands comptes pour se développer, mais je pense que les grands comptes ont besoin des startups pour innover. Vu l'allure où vont les choses aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, etc., le monde des startups devient indispensable pour les grands groupes. Voilà en quelques mots l'histoire très résumée du médiateur des entreprises, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le concret sur la médiation, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un mode amiable de résolution des différends. Les mots sont importants. C'est évidemment amiable et c'est résolution des différends, c'est-à-dire quand vous venez vers nous, et souvent d'ailleurs c'est une des deux parties qui vient vers nous en nous disant « je suis embêté avec mon client, mon fournisseur, comment je peux faire ?» On est là pour mettre en place un mode amiable, c'est-à-dire reconstituer du dialogue, de la confiance, je reviens à mon mot magique de confiance, entre les deux, ou plus de deux d'ailleurs, on peut faire 2 parties, on peut faire 4, on peut faire des médiations collectives, donc vous voyez, ça peut aller très loin, on peut faire évidemment des médiations de filière, on le voit sur le travail qu'on fait tous ensemble, que ce soit des acteurs privés ou publics d'ailleurs, près de 20% de nos médiations, c'est avec le secteur public, donc n'hésitez pas, on est tout à fait à votre disposition si le différend se porte sur un acteur public. Donc, c'est un processus structuré. Bien sûr, le but, c'est de mettre les gens autour de la table et éventuellement d'avoir un petit café, un petit chocolat, comme on en a eu un tout à l'heure. C'est pour ça que je regarde Franck, mais ça fait toujours plaisir. Mais c'est vrai que le chocolat, j'ai testé, ça fonctionne bien en médiation. J'ai appris de notre métier. Voilà. Je raconterai peut-être une anecdote là-dessus en fin de session, mais le chocolat fonctionne. En tout cas, tout ce qui peut faire qu'on recrée du dialogue, qu'on recrée du lien, et encore une fois, le chocolat peut marcher très bien là-dessus. Ça aide à la médiation parce que le premier but, c'est recréer de l'humanité, recréer du dialogue, recréer de l'écoute, alors qu'on arrive avec des gens très tendus, très arc-boutés, souvent derrière un contrat. Oui, mais le contrat dit que, donc tu dois... Et en fait, non. Derrière les solutions, c'est l'être humain qui va les créer, c'est pas le contrat. Et souvent, d'ailleurs, les contrats ne prévoient pas tout. Mais il y a les gens aussi, oui, c'est ça. Il peut avoir puis je ne connais pas un contrat qui prévoit tout sur la durée d'un chantier. Si vous connaissez, vous me le dites. Mais... on peut avoir des contrats assez complets quand même. Oui, mais même cela. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais on en parlait tout à fait tout à l'heure. C'est qu'il est clair qu'il y a beaucoup de différends qui naissent d'incompréhension entre les acteurs, alors qu'en fait, les gens sont d'accord. Et l'arrivée d'un tiers permet souvent de résoudre des problèmes un peu magiquement. Oui, c'est vrai que ça tient de la magie. Enfin, on a l'impression que ça tient de la magie, et finalement, c'est juste permettre aux gens de s'écouter. C'est ça, exactement. Assez bizarrement, c'est exactement ce que tu disais. Les gens, parfois, disent quasiment la même chose, chacun avec leurs mots, mais ils sont dans une telle crispation qu'ils n'arrivent même plus à entendre que l'autre est en train de dire la même chose que lui. Et ça, c'est terrible, parce que du coup, on est d'accord, mais on continue à se disputer, à se fâcher. Parfois aussi, on est d'accord sur 80% et on pense qu'on est complètement en désaccord. C'est important ce que tu dis, parce qu'on voit souvent des conflits sur la totalité d'un marché ou autre, alors qu'en fait, ça porte sur des éléments mineurs qui vont présenter 10 ou 20%. Et le fait d'isoler le problème qui représente 10 ou 20% de la facture ou du marché permet de détendre tout le monde, parce qu'on va du coup payer 80% de la prestation et se concentrer sur le conflit que sur ce qui est vraiment le conflit et pas contaminer tout le contrat. Tu as raison, Franck, d'être très clair, d'être très clair sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est déjà une réelle avancée entre les différentes parties. En médiation, il faut être précis et pragmatique, en fait. Et c'est ça qui fait que les choses émergent. Juste une précision, la médiation des entreprises, on est vraiment entre professionnels. Oui, c'est la question. Oui, tout à fait. Merci. C'est une évidence pour moi, mais oui, on est entre professionnels. Si vous avez un différend avec une personne, un client qui est consommateur... résidentiel ou autre, c'est pas la médiation des entreprises. Vous pouvez aussi utiliser des médiateurs, n'hésitez pas, ou des médiatrices. C'est la médiation de la consommation. Contraint par la loi avec la médiation de la consommation. Tout à fait. En tant que vendeur d'appartements, on a notre service avec Medimo Conso, donc on rappelle à tous nos adhérents, n'oubliez pas de vous inscrire sur le service de médiation. Tout à fait. Je continue à avancer parce qu'on reviendra sûrement sur tout un tas de choses qu'on a déjà dit. Le processus de médiation repose avant tout sur la liberté et la responsabilité des personnes volontaires pour venir. Là aussi, il y a plein de mots importants. On ne force personne à venir.
Et vous avez la liberté en permanence. C'est-à-dire vous avez la liberté de rentrer, la liberté de rester ou de repartir, et la liberté de serrer la main de la personne à la fin ou pas. Et à chaque étape, vous pouvez dire non, ben moi c'est fini, non, ça va pas, je m'en vais. Voire même de dire j'aime pas trop ce médiateur, je préférais qu'on m'en donne un autre. Tout ça, c'est libre. Hein, le but, c'est que vous vous sentiez bien, que vous ayez envie de continuer et d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est libre et dans la confidentialité, c'est-à-dire personne ne saura ce que vous avez dit, que vous avez voulu partir à un moment donné, changer de médiateur. Tout ça, c'est important aussi. Liberté et confidentialité, c'est un peu les deux fondamentaux de la médiation. Accessible pour tous les acteurs publics et privés, je l'ai dit, pour poursuivre la relation de confiance, co-construire des solutions. J'insiste là-dessus d'ailleurs, c'est pas la solution du médiateur, on en parlait un petit peu en introduction. Le médiateur, il n'est pas juge, il n'est pas arbitre, il n'a pas de solution. Et surtout, s'il en a une, il ne va pas vous la donner. D'ailleurs, s'il commence à donner sa solution, c'est fini. Parce que les deux autres parties vont dire « Ah ben non, c'est pas ça qu'il faut faire », et là, vous avez tué la médiation. Donc le rôle du médiateur, c'est de vous amener, vous, deux parties autour de la table, à trouver votre solution. Surtout qu'on ne sait pas tout. Vous pouvez avoir envie de lâcher un petit peu en vous disant « Ouais, je vais lâcher là parce que j'ai un autre contrat derrière, ou il y a tel truc, il n'a pas bien vu. Hein. » Donc c'est votre solution, c'est pas celle du médiateur. Mais le médiateur, son expertise, c'est de vous amener à trouver votre solution. Et on parlait de magie tout à l'heure, je crois. Hein. Le côté magique, c'est que chez nous, dans 70% des cas, ça marche. Dans 7 cas sur 10, quand les gens viennent autour de la table, ou de la visio, parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'on fait pas mal de médiation visio, évidemment, depuis 2020, on arrive à trouver une solution. Ils arrivent à trouver une solution. Et donc à recréer un lien de confiance, et donc à continuer à travailler ensemble en ayant résolu le conflit qui les opposait au départ. Et puis cerise sur le gâteau, ça c'est l'avantage, le grand bonheur de porter un service public. Moi j'étais en entreprise toute ma vie, donc depuis 13 ans maintenant je peux offrir un service et j'en suis très heureux. Ce dont je suis un peu moins heureux, c'est qu'il n'est pas encore suffisamment utilisé. On fait près de 2000 médiations, on va faire 2000 médiations cette année. Je pense qu'il y a bien plus de 2000 conflits entre entreprises ou entreprises et acteurs privés et publics en France de nos jours. Et c'est dommage qu'une grande partie de ces conflits ne passe pas par la médiation, parce que souvent, s'ils ne viennent pas en médiation, ils vont se dégrader, et ça va dégénérer, et ça va aller parfois à des grosses difficultés pour l'une ou l'autre des parties, donc ça serait dommage. Ce que je pense aussi, c'est que, en tout cas pour la promotion privée, il y a beaucoup de conflits qui se résolvent aussi naturellement. Bien sûr. Après, avec un peu de tension et un peu de délai, mais ça finit souvent par se résoudre. Oui. Et heureusement, quelque part, heureusement. Ah non, mais je ne pousse pas à la consommation non plus. Évidemment, l'idéal, c'est que les parties arrivent à se parler et trouver des solutions. Malgré tout, la vraie vie fait que parfois ça se résout dans le rapport de force. Et là, c'est dommage, parce que le rapport de force, à court terme, on peut dire, on a trouvé une solution, il s'est écrasé, et c'est bon, on a résolu le problème. Ouais, sauf qu'à moyen et long terme, une fois, deux fois, trois fois, et on va casser un acteur un peu fragile. Voilà, ça fait partie des choses qu'on voit. Ça fait partie de la vie aussi. Mais oui, si on peut trouver une solution entre acteurs, super. Si on sent qu'il y a besoin d'un dialogue et que voilà, faut sortir un peu des postures, la médiation est vraiment une bonne solution. C'est extrêmement important pour éviter la judiciarisation. Alors, il y a deux points qu'on voulait aborder. Pour rebondir effectivement sur la médiation, donc là on est sur la médiation, on va dire, en cours de chantier conventionnel, entre guillemets. Et après, c'est vrai que si vraiment les choses se tendent et que ça va jusqu'au tribunal, après, il y a aussi la médiation judiciaire, donc, entre guillemets, tout n'est pas perdu. Mais c'est vrai que le mieux, et c'est vraiment l'objet de la médiation des entreprises et de ce webinaire aujourd'hui, c'est de trouver les solutions le plus tôt possible pour que le chantier puisse reprendre et pour que la confiance soit préservée et que la relation soit préservée et puisse être dans le temps. Juste effectivement une question dans le chat, parce qu'on parle médiation des entreprises. Oui, posez des questions, s'il vous plaît. Parce que sinon... Il y a plein de types de médiation. Là, la question porte sur le fait de savoir si une médiation est possible avec les services de la DGFiP quand on a un contentieux fiscal. Alors, je ne sais pas si c'est traité dans le cadre de la médiation des entreprises. Une médiation existe, mais ce n'est pas la mienne. Vous avez un médiateur à Bercy qui s'appelle le médiateur des services économiques et financiers, qui effectivement, si vous avez un contentieux avec la DGFiP, avec les impôts, et que vous avez fait un recours, que ça n'a pas fonctionné,
vous devez même, je vous encourage fortement à saisir ce médiateur qui là est vraiment spécialisé sur les questions fiscales, notamment parce qu'il y a la question du secret fiscal. Donc lui est un peu dans une bulle dans laquelle il peut traiter le secret fiscal et vous aider à trouver, j'espère, une solution avec les impôts. Ouais. Et il y a aussi la médiation, on en profite. Oui, faisons le balayant. La médiation du crédit. Du crédit, tout à fait, médiation du crédit. Dans une des réunions. Et c'est très bien, on travaille main dans la main avec la médiation du crédit, puisque eux, c'est les relations entre les entreprises et les banques. Et quand je reviens sur trésorerie, j'ai ce mot en face de moi, donc la trésorerie, c'est 50, 60, 70% les paiements des clients, mais c'est souvent 20, 30, 40% la banque. Donc c'est pour ça qu'on est très complémentaires et que souvent, une entreprise qui a un problème de trésorerie, c'est global. C'est à la fois des retards de paiement et c'est à la fois des difficultés avec sa banque à être suivi. Et donc on a pas mal de cas communs entre médiation du crédit et médiation des entreprises. Et là, pareil, quand vous nous saisissez, on va vous le rappeler, vous y faire penser, vous dire, tiens, on pourrait peut-être aussi saisir en parallèle la médiation du crédit. On est là pour vous apporter aussi le plus de solutions possibles face à une difficulté que vous rencontrez. D'ailleurs, nos partenaires bancaires ont été invités. Malheureusement, ils n'ont pas pu être avec nous autour de la table, mais ils sont avec nous autour de la table lorsque les difficultés de trésorerie se présentent. Donc, n'hésitez pas... et aussi en cas à vous renseigner auprès de nous, de la médiation ou du médiateur des entreprises, en cas de difficulté avec une banque ou des sujets de trésorerie. Tout à fait. Alors du coup, je suis passé à la page suivante. Comment et pourquoi recourir au médiateur des entreprises? Donc, des choses qu'on a déjà dites. Le médiateur est formé. J'insiste là-dessus. C'est un vrai processus, avec un beau diplôme. 200 heures de formation. Et oui, c'est une vraie formation avancée. Et c'est normal parce que c'est tout un travail, tout un art, j'allais dire, mais un art, c'est bien aussi quand on a les bases et les structures. Impartial, indépendant, je reviens à l'idée qu'on n'est pas là pour juger ou arbitrer, mais pour accompagner. Il applique donc un processus structuré en toute confidentialité, c'est un mot que j'ai déjà utilisé, mais il est extrêmement important, c'est presque la clé numéro 1 du succès, c'est cette confidentialité. On peut tout se dire en médiation, et d'ailleurs, comme vous signez un engagement de confidentialité, ce que vous avez partagé avec l'autre partie, il ne pourra pas l'utiliser si par hasard vous allez ensuite au tribunal. Donc autant le juge vous dira est-ce que vous êtes allé en médiation, parce que maintenant les juges le font de plus en plus, disant, attendez, avant de venir me voir, essayez quand même de vous mettre d'accord. Autant si vous lui apportez une pièce qui a été montrée par l'autre partie pendant la médiation, il ne pourra pas l'accepter parce que c'est une pièce confidentielle. Et puis, il contribue à ce que les médias trouvent eux-mêmes une solution. Là aussi, on l'a déjà dit, mais j'insiste là-dessus, leur solution satisfaisante, réaliste et pérenne. Donc, c'est un temps privilégié qui suppose l'absence de toute intervention extérieure. Ça aussi, la confidentialité, ça va un peu avec s'isoler dans une bulle. C'est pas le moment où il faut aller dans les médias, où il faut crier sur les réseaux sociaux, ou aller voir je ne sais qui. Sauf si on s'est mis d'accord. C'est le principe du consentement. Voilà, exactement. Tout le monde est d'accord pour que ce soit médiatisé. Exactement, mais on se médiatise en général, effectivement. Après l'accord, on peut médiatiser l'accord ou faire valider d'ailleurs l'accord par le juge. Mais pendant toute la durée où on est en échange et en discussion, non, c'est confidentiel et sinon le médiateur d'ailleurs arrêtera la médiation en disant désolé, les informations sont sorties, donc on est obligé de bloquer le processus. La question qui est souvent posée sur la médiation, c'est est-ce qu'on fait venir de ses avocats ou pas? Donc la question c'est oui, voilà, c'est le consentement des parties. Tout est possible, voilà. Tout est possible. Simplement, l'avocat va pas être dans la posture habituelle de l'avocat. Donc, il y a des avocats qui ont de plus en plus l'habitude, maintenant ils sont formés, etc. Ça fait partie de notre professionnel. Voilà. J'en profite pour passer le message. Si jamais votre avocat, ne vous en parle pas, rappelez-lui qu'au titre de ses règles professionnelles, c'est un devoir. Absolument, mais c'est vrai qu'on vous assistez. Conseil. D'évoquer la... d'évoquer avant d'aller... D'accord, bien sûr. Avant d'aller à la judiciaire. Ça a beaucoup évolué, pour être honnête. Il y a 13 ans, les avocats nous aimaient pas beaucoup, pour le dire gentiment, mais tout simplement parce qu'il y avait une incompréhension sur ce qu'était la médiation. Ils avaient l'impression qu'on leur prenait leur boulot, etc. Et puis, il y avait effectivement le rôle de l'avocat n'était pas bien défini. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats, les nouvelles générations notamment, ont été formés à la médiation. Donc, ils savent comment non seulement faire une médiation, mais surtout accompagner leurs clients en médiation, ce qui est un rôle encore une fois particulier parce que c'est pas la même posture. C'est pas l'avocat qui s'exprime. En médiation, c'est le chef d'entreprise, le directeur achat, le directeur financier, enfin celui qui est directement impliqué
dans le conflit qui va s'exprimer. L'avocat est là avant pour préparer son client, peut être là en aparté à certains moments si la personne ne se sent pas à l'aise et dit j'aimerais bien discuter avec mon avocat, et puis sera là à la fin, au moment où on va peut-être rédiger un protocole. Là c'est important, sécuriser, et c'est important qu'on ait des juristes pour nous assurer d'avoir un protocole qui tienne la route. Mais c'est pas lui qui sera sur le devant de la scène, comme on dit. On n'est plus du tout dans la configuration du tribunal, où c'est au contraire l'avocat qui s'exprime et le client qui est derrière. Donc voilà, ça fait partie des choses que les avocats apprennent maintenant et portent de plus en plus. D'ailleurs, de plus en plus d'avocats qui nous amènent des gens en médiation, et c'est très bien. Donc, les accords, soit un accord simple, ça peut être un accord oral, il y a des choses très simples, une facture qui n'est pas payée, il y avait une incompréhension, ok, j'ai compris pourquoi, je vais te payer 80%, et puis on réglera, ça se fait. On peut avoir un petit écrit, entre deux personnes, mais ça peut aller jusqu'à un protocole transactionnel avec des concessions réciproques, et qui peut être d'ailleurs, on peut l'amener chez un juge pour le faire tamponner si on veut lui donner plus de force. Donc tout est possible en sortie de médiation. Alors, c'est donc un service public, comme je le disais, gratuit, confidentiel, un réseau de 100 médiateurs. L'intérêt d'avoir un grand réseau, c'est parce qu'on a beaucoup de médiation, mais surtout 2, parce qu'on est sur l'ensemble du territoire. Donc je ne sais pas où sont les gens qui nous écoutent, mais voilà, on a des médiatrices et médiateurs sur toute la France, qui sont de 2 types, même si pour vous ce sera transparent, soit des agents d'administration qui sont dans ce qu'on appelle les DRETS, pour les experts, c'est-à-dire les directions régionales de l'économie, qui ont en général une autre activité liée évidemment à l'économie, mais qui vont libérer volontairement du temps pour faire de la médiation, qu'on va former, et qui vont passer du temps à faire des médiations. Mais aussi, ça c'est à peu près un tiers de nos médiateurs, les 2 autres tiers sont des bénévoles, retraités, anciens chefs d'entreprise, anciens juges au tribunal de commerce, anciens cadres, dirigeants du public ou du privé, des gens extraordinaires, franchement, avec des CV hallucinants, mais qui, en fin de carrière, se sont dit j'ai envie de continuer à donner à l'économie, qui ont accepté en toute humilité, parce que franchement, quand on a eu une belle carrière, c'est pas évident de se mettre en posture de médiateur, d'être formé, et de laisser les autres parler, s'exprimer et trouver leurs solutions. Et ils sont extraordinaires, donc j'en profite pour leur tirer un coup de chapeau, comme je le fais souvent, parce que c'est merveilleux de voir des gens de 60 à 93 ans qui donnent une énergie considérable pour accompagner les entreprises et pour les aider à trouver des solutions. Et donc, on l'a déjà dit, mais la médiation peut être individuelle, c'est-à-dire de parties, collective ou de filière, comme on le pratique aujourd'hui. Les avantages, évidemment, vous gagnez du temps. Ça fait combien de temps en moyenne une médiation? Alors, en général, c'est moins de 3 mois. Voilà. Quand on est saisi... c'est 4 ans, c'est ça? Oui, alors, procès avec appel, oui, c'est ça. Et c'est jamais moins d'1 an, de toute façon. Non, ça se compare même pas. Enfin, on est sur... vous nous saisissez. Normalement, je dis normalement parce qu'en ce moment, on a une montée des saisines qui est assez considérable. Donc, on essaie de tenir une semaine avant de vous rappeler, mais ça peut être un petit peu plus. Enfin, c'est quand même court. Donc vous êtes appelé par la médiatrice ou le médiateur le plus proche de chez vous, qui vous écoute, qui va vous réexpliquer un petit peu tout ça, qui va caler avec vous ce que vous voulez faire. Parfois, on va se dire, on va peut-être attendre encore un petit peu, envoyer un courrier, envoyer un mail, passer un coup de fil. Ou parfois, on va se dire, c'est le moment. Et ensuite, soit la personne qui nous a saisi, soit le médiateur ou la médiatrice vont appeler l'autre partie, lui expliquer ce qu'est la médiation, le rassurer, le faire rentrer dans la confidentialité. Et puis ensuite, va commencer la médiation. Donc, vous gagnez du temps, parce que ça, c'est une semaine. Le temps de chercher l'autre partie, c'est peut-être encore une semaine. Donc, au bout de 2 à 3 semaines, on a une première réunion. En général, c'est la première réunion un peu déballage. Celle-là, elle est un peu costaud. Franck parlait de viril tout à l'heure. Ça peut être très viril. On a même vu des très, très virils, mais c'est normal. Il faut que ça sorte. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis ensuite, il y a un moment donné où on commence à, comme on le disait tout à l'heure, voir un petit peu que l'accord sur le désaccord. Ça, on est d'accord, ça, on n'est pas d'accord. Et finalement, oui, il y a 70% des choses sur lesquelles on est d'accord, 30% on n'est pas d'accord. Bon. Et puis l'étape suivante, c'est la magie, c'est quand on commence à entendre « on pourrait peut-être ». Quand il y a une des 2 parties qui commence à dire « on pourrait peut-être », c'est qu'on rentre dans le mode solution. On est sorti du mode conflit et on passe en mode solution. Donc il y a une 2e réunion,
voire une troisième où on finalise, où on écrit le protocole si besoin. Donc vous voyez, 2-3 réunions, ça ne prend pas des mois et des mois. Alors il faut le temps, entre-temps, de discuter, parfois de revenir un petit peu vers son conseil d'administration, vers ses équipes. Mais voilà, en 2-3 mois, on a résolu l'immense majorité de nos médiations, à l'exclusion peut-être des médiations collectives qui peuvent prendre plus de temps, mais ça c'est normal parce qu'on va résoudre 50 ou 100 cas en une fois, mais une médiation individuelle, 2-3 mois, c'est la norme. Donc gagner... Juste une Pardon, oui, bien sûr. Une médiation, on peut rentrer entre guillemets à 2. Par exemple, on a un sujet avec une entreprise, mais s'il y a besoin pour résoudre le problème ou juste évoquer le sujet, de faire venir d'autres personnes, j'ai une bêtise, un maître d'œuvre, ou un assureur, que sais-je, ça aussi c'est possible. C'est-à-dire on peut commencer entre guillemets en bilatéral et finir à 2, 3, 4. Voilà. C'est tout à fait possible, c'est au choix des parties. Là encore, je vais prendre un exemple un petit peu différent. On a parfois des médiations sur la propriété intellectuelle et où tout le monde croit avoir raison. Et donc à ce moment-là, il se trouve qu'on a un accord avec l'INPI et on peut faire intervenir un expert qui va ponctuellement venir et regarder le dossier, donner un avis, le poser sur la table et repartir. Et ensuite, les deux parties, soit en tiendront compte ou pas, c'est leur choix. Donc oui, on peut tout à fait faire venir une tierce partie, soit parce qu'elle est partie prenante, soit parce qu'elle amène une expertise particulière, mais encore une fois, c'est le choix, la volonté des deux parties qui acceptent de le faire, sinon on ne le fait pas. Maîtrise du processus, c'est exactement ça. C'est-à-dire, chacun garde la main sur le processus, le temps, le délai, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, les gens qu'on fait venir, les gens qu'on ne fait pas venir. Tout ça, c'est à la main des deux parties qui sont dans la médiation. Garantir la confidentialité, j'y reviens pas. Et contribuer à la co-construction d'une solution, pareil, j'y reviens pas. C'est tout le but, c'est tout l'objectif, et c'est ce qui marche. Un petit peu, voilà, un nuage de mots, comme on dit aujourd'hui, sur les types de sujets. Alors, vous voyez, conditions de paiement non respectées, en gros, parce que c'est 20 à 30% de nos médiations, c'est autour des conditions de paiement, une facture pas payée ou des pénalités, enfin, tout ce qui peut aller autour du paiement. Non-respect d'un accord verbal. On a pas mal de choses autour de ça. Y compris sur les accords verbaux y compris sur les accords verbaux, et peut-être encore plus sur les accords verbaux, parce que justement... C'est important de dire ça. C'est marrant, ça. Et oui, on en voit beaucoup. On s'était dit que, on s'était mis d'accord là-dessus, et puis, et oui, parce que c'est... Ce qui peut nous arriver parfois sur les chantiers. Mais oui, c'est la vraie vie. Là encore, c'est la vraie vie. Ce qui se passe sur le chantier, on ne va pas rédiger un avenant au contrat chaque fois qu'on s'est mis d'accord sur un truc sur le chantier. Ce qu'on prône pas non plus, parce qu'encore une fois... Ce qu'on se dit, ça peut être mal compris. C'est toujours pareil. Le problème, c'est que ça peut être interprété différemment par la personne qui l'entend. Donc, vaut mieux un écrit clair et précis. Et puis comme ça, tout le monde est d'accord et on passe à autre chose, quoi. Sur le principe, on est d'accord. Mais encore une fois, la vraie vie du chantier, surtout quand il y a un truc un peu urgent, t'inquiète pas, on va régulariser après. On l'a tous connu. Même si c'est pas la pratique générale, on est d'accord. Oui, mais moi, je peux le dire parce que je pratique plus, donc voilà. Je l'ai connu. Moi aussi dans d'autres vies, donc c'est pour ça que je peux en parler. Mais du coup, quand on n'a justement pas non seulement fait, mais pas rédigé, ça vaut d'autant plus le coup de se mettre autour de la table et dire allez, en toute bonne foi, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris, et de trouver un compromis autour de ça. Voilà, service aux marchandises non conformes, ça vous voyez ce que ça peut être. Des hausses de prix, voilà, on a beaucoup connu, on a beaucoup vécu. Ça a été notre quotidien pendant la l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est exactement la flambée des matières premières, avec en plus des pénuries en parallèle qu'on a connues. On a beaucoup travaillé ensemble, j'y reviendrai dans la filière. Et d'ailleurs, tu sais Pierre qu'on risque de le voir arriver, y compris l'année prochaine, avec la mise en œuvre du mécanisme de taxe carbone aux frontières. Qui, à partir du 1er janvier 2026, va imposer des taxes supplémentaires sur 3 matériaux principalement, l'acier, le ciment et l'aluminium. Et donc, voilà, on surveille ça de très près pour voir si ça implique une augmentation des prix, comment et dans quelle mesure pour rester dans le raisonnable par rapport à la réalité de ces taxes. Donc, ça a fait l'objet de beaucoup de médiations, évidemment, de notre côté aussi. Notamment un sujet... qu'on a tous connu, tous vécu, c'est les Jeux Olympiques. Parce que ça s'est passé pendant qu'on construisait les stades, les piscines, etc. Et donc on avait dédié, en accord avec la Solideo et l'ensemble des fédérations professionnelles concernées, on avait dédié 3 médiateurs pour aider. Parce que une des spécificités des Jeux Olympiques, vous savez, c'est que la date
incompressible. Voilà, on peut pas se dire non, on réglera ça plus tard. Non, et ça a été un vrai sujet. Et heureusement, on a réussi on a fait de magnifiques Jeux Olympiques, mais surtout, on a réussi à résoudre tous les problèmes. Tu avais des opérations sur les Jeux Olympiques? Nous, on a fait quasiment 1000 logements, oui. 1000 logements pour les athlètes qu'on vient de livrer d'ailleurs dans la phase d'héritage. La transformation du site. Ça passe très, très, très bien. Les gens sont très contents que ce soit CDCH ou les privés, ça se passe très bien. Non, on avait beaucoup de logements chez Vinci Immobilier. Et sur la phase construction avant les JO on a fait appel à 3 entreprises générales avec lesquelles ça s'est très bien passé. J'ai pas en tête, il y a dû y avoir des frictions à des moments donnés, je n'ai pas tous les détails, mais je crois que ça s'est bien passé avec les 3 entreprises, elles ont joué le jeu. Et puis, en fait, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'un chantier, c'est un partenariat entre une entreprise ou des entreprises, un maître d'ouvrage, un maître d'exécution. Et là, il s'est trouvé que, sans doute, à cause du coup près qui tombait pour les responsabilités, personne ne voulait être responsable de quelque chose. Voilà, exactement. Celui qui a gâché les jeux. Voilà. Non, c'est facile de dire ça, mais sur la majorité de nos opérations, ça se passe quand même très, très, très bien, en tout cas chez Vinci Immobilier. Et ça s'est très bien passé pour les JO. Tu peux même le dire en général, parce qu'on l'évoquera tout à l'heure, mais globalement, ça se passe très bien, et dans les chiffres que l'on récupère, on peut dire que dans notre profession, contrairement à parfois l'image d'Épinal qui peut nous être attribuée, notamment sur les délais de paiement. On voit que globalement ça se passe très bien. Il y a quelques cas critiques, mais qui sont identifiés. Tu en diras un mot après. Tout à fait. Voilà, je vous laisse une seconde pour lire les autres sujets. On ne va pas tous les détailler. Il y en a qui vous concernent moins, comme les beaux commerciaux. Les beaux commerciaux, ça a été énormément de médiation. Alors, pendant le Covid, c'était une folie parce que tous les magasins qui étaient fermés par décision administrative, derrière, il y avait un loyer qui était payé ou pas payé. Donc, on a eu énormément de médiation entre les bailleurs et les commerçants, mais on en a toujours aujourd'hui. Hausse des prix, on a parlé des matières premières, il y a eu l'énergie aussi. Ça a été jusqu'à 20% de nos médiations avec la flambée de l'énergie. Enfin, voilà, plein de sujets. Certains vous concernent et il y a marqué « autres ». En gros, parce qu'il y a aussi plein d'autres sujets. Vous le savez, la vie d'une relation commerciale, ça peut être plein de gros et petits sujets, et autant venir les traiter en médiation que de ne pas les traiter ou d'aller au tribunal. Alors, quand vous allez sur le site, vous avez 2 boutons, je le précise toujours, c'est important. Soit vous êtes sûr, vous savez que c'est une médiation que vous voulez, vous appuyez sur le bouton du bas, demander une médiation. Soit vous savez pas trop. On a parlé tout à l'heure, j'ai un problème fiscal, j'ai un problème avec ma banque, j'ai un problème avec l'URSSAF, etc., etc. On a un deuxième bouton qui est contacter le médiateur, et on a 3 personnes qui sont là pour répondre à vos questions. Honnêtement, on a autant de clics sur le bouton du haut que sur le bouton du bas. Et pour nos adhérents, il y a un 3e bouton. C'est Bérangère et moi. Ça, c'est le bouton magique. C'est sur le site de l'AFPI. Voilà, c'est le site de l'AFPI, mais voilà, on est à la disposition de toutes les entreprises, et notre deuxième slogan, c'est ne jamais laisser une entreprise sans réponse, parce qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver sans réponse face à un problème. Donc, en pratique, vous allez sur le site, vous déposez un dossier. Je l'ai dit tout à l'heure, je reprends très vite ce processus parce que je l'ai déjà décrit. Vous êtes contacté par un médiateur, il y a un entretien pour bien comprendre votre sujet, il y a un entretien avec l'autre partie parce que évidemment on écoute les 2 parties avant de les réunir, on ouvre la médiation, et puis donc ensuite il y a le déroulement de la médiation. On a parlé un petit peu de comment ça se passait tout à l'heure, donc j'y passe pas plus de temps que ça. Alors, quelques chiffres, vous voyez un petit peu. Même si je suis toujours un frustré, parce que je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a encore énormément de gens qu'on pourrait aider et qui soit ne nous connaissent pas. J'espère que déjà il y a, je ne sais pas combien, 3 millions de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont apprendre ce qu'est la médiation. Mais s'il n'y en a pas 3 millions, vous pouvez parler à tous ceux qui sont autour de vous, et petit à petit ça fera plusieurs centaines de milliers en tout cas. Entendre parler de la médiation, comprendre, essayer, venir, voilà, c'est des mots un peu magiques, mais ça vaut le coup. Il vaut mieux que vous veniez, qu'on vous dise on attend un petit peu. C'est comme le loto, hein. Oui, c'est ça. Il n'y a que ceux qui ont tenté leur chance qui peuvent gagner. Encore une fois, voilà, ce que tu dis, Pierre, est extrêmement important. N'hésitez pas à le faire, même pour rien. Même pour rien. Il n'y a pas d'obligation de Il n'y a pas d'obligation de faire, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'obligation de commencer. En revanche, oui, je dis souvent, la pire phrase que je peux entendre, c'est « Ah, si je vous avais connu plus tôt ».
Et on l'entend. Et c'est pour ça qu'on est là, Pierre, parce qu'on l'a tous entendu. Eh oui, elle est terrible cette phrase. Hein, des entreprises au bord du gouffre qui m'appellent, qui ont entendu parler un peu la dernière minute, qui appellent, qui lèvent la tête du guidon et qui... Alors on essaye de les aider, mais on sait que voilà, quand on arrive en bout de course... Et pour nos adhérents, c'est extrêmement important, parce que vous pouvez aussi avoir des entreprises en difficulté. On l'évoquait avec Rémi et Nicolas Desmaux. C'est aussi le moyen pour le promoteur, quand il sait qu'une de ses entreprises est en difficulté, de lui dire, écoute, va voir le médiateur, va voir, regarde, il y a peut-être une solution pour toi. C'est aussi notre rôle de relais pour pas que nos entreprises avec qui on travaille se retrouvent sur la touche alors qu'on a besoin d'elles. Donc vous le voyez, le Covid le 2020 a été une année particulière, vous voyez la courbe, mais depuis le Covid, on n'est jamais redescendu là où on était avant. Encore une fois, parce qu'il y a eu beaucoup de chocs qu'on a décrits, mais deux, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises, heureusement, qui nous connaissent. Et cette année, on va dépasser les 2000 saisines. On en faisait un peu plus de 1000 en 2019. Donc vous voyez, on a quasiment doublé depuis le Covid. Encore une fois, tant mieux. Enfin, j'aimerais bien que toutes les entreprises aillent parfaitement bien et que toutes les relations soient parfaites. Mais comme ça n'existe pas, donc autant que les entreprises nous connaissent, nous saisissent et qu'on puisse les aider à recréer des liens de confiance. C'est tout l'objectif de ce qu'on veut faire avec elles. Alors, les secteurs, hein, je ne vais pas vous détailler, en plus c'est écrit un peu petit, mais le message là, c'est principalement quand même des petites structures qui nous saisissent. C'est-à-dire, si Vinci a un problème avec Bouygues, je pense que vous pouvez trouver une solution ou même avoir un médiateur privé qui va vous aider. Un petit sous-traitant qui a une difficulté avec un gros du BTP ou autre, lui, c'est un peu pour eux qu'il y a une médiation publique qui est là, mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous êtes un gros promoteur immobilier et que vous avez une difficulté avec un de vos fournisseurs, petit, moyen ou grand, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous saisir ça fonctionne avec Enedis ou pas? Ça fonctionne avec Enedis aussi. Ah, mais ça peut intéresser certains d'entre nous. Eh oui. Non, mais ça... Croiser des webinaires. Voilà. Non, on dit ça, Pierre, parce qu'on a fait un webinaire avec Enedis il y a quelques mois. Et c'est vrai que parfois, les opérations génèrent des tensions. Donc voilà, pourquoi pas. Mais il y a peut-être un champ de médiation qu'on vient d'ouvrir. Mais oui, à partir du moment où il y a deux acteurs économiques qui ont un différent, la médiation s'applique. Il suffit que chacun accepte de venir autour de la table. Je ne vois pas de raison qu'Enedis ne veuille pas venir autour de la table. À voir, je ne sais pas, on verra. Surtout si c'est toi qui le dis, Pierre. Non, mais on fonctionne. En fait, les gens savent qu'on est bienveillant, qu'on n'est pas là pour dire il y a un méchant, un gentil, un bien, un pas bien. On est là pour, en toute confidentialité, faire parler les gens. Et les 10 comme les autres, je pense, trouver une solution amiable en toute confidentialité, ça ne peut être que bénéfique. Et au plus près des territoires. Parce que ça, et au plus près des territoires, absolument. Parce qu'on a une relation qu'on a réinitiée, qui fonctionne mieux maintenant avec les collaborateurs d'Enedis. Au niveau national, on a fait ce webinaire, on a parlé de beaucoup de choses. On a il y a encore des sujets sur la table qui restent à traiter, mais effectivement, ça peut être intéressant pour vraiment le sujet particulier sur un chantier, sur un territoire. Où là, effectivement, je ne l'avais pas envisagé, mais c'est une bonne idée, effectivement, de pouvoir l'utiliser aussi dans ce cas-là. Très bien, avec grand plaisir. Là, pareil, vous voyez l'évolution du nombre de médiations, saisies, privées, publiques. Enfin, je ne rentre pas trop dans les détails des chiffres, ça, vous avez compris les messages. Et on va rentrer dans un dernier sujet qui me tient à cœur. On a fait un tour de France l'an dernier. On parlait du médiateur du crédit, donc j'étais avec le médiateur du crédit, je dis le parce que maintenant c'est là, mais à l'époque c'était un médiateur, maintenant c'est une médiatrice. Mais avec le médiateur précédent, on a fait un tour de France, justement parce que la ministre de l'époque, c'est Olivier Grégoire, sentait un petit peu monter les difficultés, et on avait échangé avec elle en disant bah oui, ce serait peut-être bien de voir dans quelle mesure les entreprises du territoire connaissent les outils qui sont mis à leur disposition et les utilisent. Et donc, on a créé ce qu'on appelle la boîte à outils du dirigeant. Là aussi, allez regarder. C'est un petit document qui est épais comme ça. Donc, c'est pas très long à lire. Mais on a essayé de lister tout ce qui existe pour aider les entreprises en amont des difficultés. Comment mieux connaître sa situation pendant les difficultés ou en aval.
avec aussi tout ce qui est rebond, enfin tout ce qui peut aider les entrepreneurs. Et tout ça, c'est clé. Et le constat, malheureusement, du Tour de France, c'est ces outils sont mal connus, pas assez utilisés, alors qu'il y a une énergie formidable. On parlait de DGFiP tout à l'heure, dans les directions régionales des finances publiques, il y a un acteur qui s'appelle le conseiller régional aux entreprises en difficulté, qui est à la DGFiP, d'accord, mais son rôle, c'est d'aider les entreprises en difficulté. Et celui-là, il faut que les administrateurs, on parlait des procédures collectives, il faut que tout le monde le connaisse. Et ces gens-là sont tellement courageux que quand vous tapez conseiller régional aux entreprises en difficulté, vous avez la liste avec les noms, les numéros de téléphone et les numéros de portable. Donc, c'est dire à quel point ils sont accessibles et ils sont là. Moi, je passe mon temps à réorienter des entreprises vers ces conseillers. Voilà, il y a ça, les tribunaux de commerce aussi. Ça fait peur de le tribunal de commerce. Et pourtant, en prévention, comme vous allez voir en toute confidentialité, un juge, il peut là aussi vous aider, vous accompagner, vous donner des trucs. Et une entreprise qui vient en prévention, dans 7 cas sur 10, elle ressort par le haut. Une entreprise qui vient en procédure collective, dans 7 cas sur 10, malheureusement, ça finit mal. Donc voilà, plus on vient tôt sur tous ces dispositifs, plus on peut se faire aider, plus on peut se faire accompagner. La médiation fait partie. Et ça a été un des constats à la fois terribles et porteurs d'espoir, parce qu'on se dit qu'il y a un potentiel énorme. Il y a plein d'entreprises qu'on pourrait sauver au quotidien, simplement si... Ne pas perdre de temps, en fait. Si elles ne perdaient pas de temps, si elles osaient passer la porte de l'un ou l'autre de chez nous, comme je disais, s'ils viennent chez nous et que ce n'est pas chez nous, on va les accompagner vers le bon outil. Mais il faut ouvrir une porte, parce que sinon, on ne peut pas vous aider. C'est d'autant plus important pour les adhérents qui nous écoutent, qui peuvent avoir connaissance d'une entreprise en difficulté. C'est ce que j'allais dire. Et c'est là... Il y a des signaux faibles sur le chantier. Et s'il y a bien quelqu'un qui a des signaux faibles sur le chantier, c'est le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre. Et c'est extrêmement important qu'il oriente l'entreprise vers ce type de service avant qu'il soit trop tard. C'est clair que nous, on traque les signaux faibles d'une potentielle défaillance d'une entreprise. Voire, la boîte à outils dont tu parles paraît un très très bon outil pour les entreprises pour éviter de défaillir. Parce que le pire pour le maître d'ouvrage, c'est d'avoir des entreprises qui quittent le chantier. Et ça, c'est dramatique pour absolument d'abord les autres entreprises du chantier, ça désorganise complètement le chantier, pour le maître d'œuvre, pour le maître d'ouvrage, pour les acquéreurs finaux. Donc, je trouve ce type de dispositif vraiment très très bien et à faire connaître. C'est ça. L'idée, c'est fait pour ça que vous le fassiez connaître avec vos responsables d'opération qui sont au plus près de l'entreprise. Évidemment, la FFB, qui n'est pas avec nous, mais le fait aussi au niveau de ces entreprises. Mais il vaut mieux le dire 2 fois que pas du tout. Moi, je l'ai découvert au MEDEF. Voilà, donc je le dis. Voilà. On a distribué, alors on peut pas en imprimer des millions et des millions, mais n'hésitez pas, encore une fois, à aller regarder et à faire passer. On a été sur le salon Go Entrepreneur que vous connaissez tous. Le premier jour, on avait apporté je ne sais pas combien de boîtes. Et puis le soir, mes équipes m'appellent en disant demain, il faut en relivrer autant parce que c'est parti comme des petits pains. C'est un best-seller. C'est gratuit, mais c'est un best-seller. Donc oui, il y a un besoin d'information, il y a un besoin de connaissances. Et à la fois, il y a un besoin que les entreprises osent aller voir quelqu'un. Et effectivement, si les promoteurs peuvent nous aider à faire passer le message, et dès que vous identifiez une entreprise en difficulté, vous dites, tiens, va voir la boîte à outils du dirigeant, il y a peut-être un truc qui pourrait t'aider. Déjà ça peut déclencher des choses et sauver des entreprises, ce qui serait formidable. Donc on va continuer à travailler là-dessus. On travaille effectivement sur le aller vers. Et comme on voit que les entreprises ont du mal à venir vers les outils, essayer de trouver, comme tu le décrivais tout à l'heure, des gens qui peuvent nous aider à aller vers les entreprises en leur passant l'information. L'information de 1, peut-être que tu ne vas pas si bien que ça, et 2, mais il y a des réponses, tu peux aller te faire aider, et voilà l'outil ou les outils qui sont à ta disposition. Et puis aussi, on va travailler au niveau local, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, mais un peu en silo. Chacun travaille dans son couloir, et pourtant, ça ne peut être que collectivement qu'on va amener des solutions, ou identifier les signaux faibles, faire passer l'information, et de manière à ce que les entreprises soient aidées. Donc tout ça, c'est un travail qui continue à se faire. Alors, la filière BTP, donc on travaille sur tout un tas de filières, comme vous le voyez, je ne vais pas toutes les citer, mais sur l'état des lieux, sur la qualité de la relation, on fait même des sondages sur certaines filières pour mesurer, je ne sais pas si
je ne sais pas si on l'avait fait sur la filière BTP, peut-être il y a quelques années, je ne sais plus, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on pourra peut-être faire un jour. C'est assez parlant. Et avant de faire des sondages sur certaines filières, ça nous a donné quelques pistes d'amélioration intéressantes. Et puis de l'accompagnement de différentes filières, dont la filière BTP. J'ai parlé des comités de crise, délai de paiement, énergie, avec la checklist que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc je n'y reviens pas trop longuement. Vous aurez tous et on va les passer les transparents. Ils ont le replay, tout. Parfait. Donc, dès la semaine prochaine, vous aurez le replay. Les supports, donc, les liens. Voilà. Bon, bah, c'est super. Et donc, sur le BTP, c'était une mission en fait confiée par le gouvernement, parce que à l'époque, on avait tous la sensation qu'il y avait un sujet, et donc on a créé ce comité de crise. Je ne vais pas redire ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on a réuni tous les acteurs. Encore une fois, c'est un bonheur de voir tout le monde partager de manière si ouverte et constructive, c'est le cas de le dire pour la filière BTP, sur tous les sujets. Il y a eu notamment une déclaration de solidarité de la filière au moment justement de la flambée des prix, où on s'est dit si on n'a pas un peu quelques règles communes, quelques guidelines, on va casser beaucoup d'entreprises, et je pense que ça a aidé. En tout cas, c'est ce que les uns les autres ont dit. Alors, c'était surtout des bonnes pratiques. Hein. Oui, on a accompagné, quand on pouvait, on a accompagné les entreprises dans ces hausses, parce que d'abord, on avait besoin d'aide, et puis on ne voulait pas les voir disparaître, donc ça nous a paru normal. Alors, je suis à peu près certain qu'il y a des entreprises qui auraient voulu qu'on les accompagne plus, et on a fait, en tout cas, je pense l'immense majorité de la promotion, le maximum qu'on a pu faire pour accompagner les entreprises dans ces moments difficiles. Et puis, on a fait aussi un gros travail de transparence avec l'industrie sur la réalité des hausses, mieux comprendre. Bon, ça, là aussi, ça a été pas toujours simple, mais ça a été utile parfois pour vous aider à mieux comprendre la réalité des hausses. Quand on recevait quand vous receviez des courriers en disant demain le prix c'est plus 20% parce que le prix sera le prix du jour où on met les carreaux sur le camion. C'est quand même particulier quand même. Faire un devis avec ça, c'est... Donc voilà, il y a eu des moments effectivement, et ça a été très utile parce que encore une fois, les conflits finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas eu tant que ça, et il n'y a pas eu trop de casse finalement, parce qu'on a vraiment peur à un moment donné que ça casse des acteurs, notamment les plus fragiles. C'est pareil, c'est souvent malheureusement le maillon un peu intermédiaire qui est pris entre les fournisseurs de matières premières qui disent plus 20% et t'as pas le choix et je te donnerai ce que je veux te donner, et puis le client à l'autre bout qui dit moi la hausse de prix tout ça c'est ton problème. Et finalement, vraiment, il y a eu un accompagnement de la maîtrise d'ouvrage, je suis quasiment certain. Je ne vais pas dire tous les promoteurs, mais il y a eu un accompagnement réel sur ces situations, parce que c'était une situation, pour le coup, imprévisible, et donc on a accompagné la plupart des acteurs qui nous ont demandé de les accompagner, on les a accompagnés, et ils ont fait des efforts. Et on l'a vraiment vu, parce que le nombre de conflits qui, à ce moment-là, sont remontés... les dossiers de médiation, on a eu quoi, une vingtaine? Il y a eu une vingtaine de dossiers. Une vingtaine sur l'ensemble des chantiers en France, donc on a vu que c'était efficace. Ça a plutôt bien fonctionné. Et donc, je crois qu'on est... donc on a fait des groupes de travail. Alors, il y a d'autres sujets qui ont émergé depuis. On essaie de travailler en groupe de travail. Alors, tout ce qui est éco-contribution, évidemment, c'est des sujets que vous connaissez bien. La REP, la REP. On va dire Joker pour le moment. C'est bientôt Noël. C'est bientôt Noël, on va pas... Mais sachez qu'on travaille dessus et qu'on essaye là aussi de faire en sorte que les gens se parlent et trouvent des solutions. On a parlé aussi avec l'ANA, avec ma prime rénov, et là je crois qu'on a fait un bon travail aussi de mise en relation, de manière à ce que les guides diffusés par l'ANA passent d'abord par les professionnels avant d'être diffusés, ce qui simplifie un petit peu la compréhension de ces outils. Et puis une bonne pratique de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux. Donc ça, c'était un sujet qu'on a porté avec les acteurs des achats publics, notamment la direction des affaires juridiques de Bercy. Je pense que là aussi, ça peut aider à changer un peu les comportements sur ces sujets-là. Et finalement, l'outil dont on va parler tout à l'heure, d'amélioration de la trésorerie dans la chaîne de paiement, parce qu'on est bien conscient, enfin, vous nous avez d'ailleurs fait prendre conscience que la trésorerie allait être encore plus dans les semaines et les mois qui viennent un enjeu. Tout à fait. Ça va l'être effectivement, au vu de l'activité de nos secteurs, on voit bien que ça continue à se tendre, et c'était important qu'on se parle tous ensemble. Donc le guide qui est en cours de finalisation,
On va vous en présenter les grandes lignes, parce qu'on parle trésorerie, mais on va aussi parler, et c'est d'ailleurs merci à Frédérica d'être avec nous, aussi parler aux cautions, garanties, enfin le prix, tu parlais de la confiance, le prix de la défiance. Dès qu'on met des cautions, des garanties, des contre-cautions et autres, c'est la défiance entre les acteurs. Tout ça a un coût. Et il est évident qu'on a besoin de travailler sur ces sujets-là pour limiter le coût lié à ces garanties et cautions. Mais sur le guide lui-même, ma chère Bérangère. Oui, alors on a Nicolas justement qui va vous présenter donc ce guide de bonnes pratiques. Nicolas Desmaux, qui est le président de la commission construction de la Fédération des promoteurs immobiliers, président par intérim pendant l'absence maladie de Patrice Ravel, que vous connaissez tous, qui est le président historique de la commission construction. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous en duplex. Hein. La magie est opérée, on a parlé de magie tout à l'heure. Ben, moi, elle a opéré pour ce qu'on vous propose, c'est ce guide, il est en cours. Il sera finalisé dans la prochaine semaine. En finalisation, on voulait en parler aujourd'hui, puisque voilà, on voulait présenter la médiation d'entreprise et le fruit de ces travaux, et donc faire réagir, rebondir les éminents membres de la commission construction, puisqu'on vous a beaucoup sollicité sur ce document-là, donc qui est parti des pratiques. Il y a un peu de prisme, entre guillemets. Il y a un prisme juridique, ce qui explique ma présence avec vous aujourd'hui. Qui dit contrat, dit prisme. Il y a quand même quelques outils juridiques, parce que ça aussi, en fait, les échanges qu'on a eus, donc pour évoquer le groupe de travail rapidement, donc il y a toutes les organisations professionnelles des différents acteurs, et vraiment, c'est toute la chaîne, hein, les fournisseurs, maîtres d'ouvrage, distributeurs, entreprises, sous-traitants, enfin voilà, vraiment toute la filière, effectivement, et participe à ce groupe de travail, et on est parti donc des bonnes pratiques. Donc il y a des outils juridiques quand même, le droit n'est pas toujours là pour être une source de problème, ça peut être un outil, une solution, et les outils financiers, voilà. Et donc c'est pour ça que Frédéric pourra rebondir tout à l'heure sur notamment l'aspect caution. Donc les différentes pistes, alors elles ne vont pas vous étonner, hein, c'est vrai que voilà, c'est un peu votre quotidien, mais voilà, toutes les grands axes qui ont été retenus, sans surprise, on va retomber sur le sujet des délais de paiement, et même de l'objet finalement, qu'est-ce qu'on va payer. Donc il y a les travaux, mais on va voir, il y a d'autres outils, l'accélération de ces délais de paiement, ou comment on améliore, on fluidifie les délais de paiement. L'idée, c'est de ne pas intervenir sur vos délais de paiement de vos entreprises qui sont les vôtres, mais c'est plutôt de rendre visible pour vos directions financières en amont les montants à payer, et de faire en sorte que il y a un processus fluide dans le processus de validation des situations, puisqu'on a un cas spécifique qui n'est pas forcément évident notamment dans la mise en œuvre de la facturation électronique. Mais notre cas spécifique avec une situation établie par une entreprise, puis une validation par le maître d'œuvre, puis une validation par la maîtrise d'ouvrage, fait qu'on a la loi qui impose et qui a un cadre très rigide sur les délais de paiement, et nous un processus qui est légèrement différent. Donc il faut qu'on arrive à faire fonctionner cela sans que ça génère de tensions inutiles avec les entreprises, en disant j'ai donné ma situation, je ne suis pas payé à 30 jours. Voilà, donc c'est vraiment l'idée des bonnes pratiques sur comment on fluidifie ce processus de validation. Et puis c'est surtout de rappeler quand même les bonnes pratiques, dont la première, et je rappelle, il faut payer les entreprises. Il faut payer les entreprises en temps et en heure, parce que c'est le nerf de la guerre. Parce que alors, nous, on a la chance d'appartenir à un grand groupe, donc on a des reins, ce qu'on appelle des reins un peu solides, mais il y a beaucoup de PME avec lesquelles nous travaillons qui n'ont pas du tout cette chance-là, et une situation non payée, ça peut être la mort de la société, ni plus ni moins. Donc c'est le guide a déjà ce mérite-là de rappeler qu'il faut payer correctement les entreprises. Alors quand on dit correctement les entreprises, tu as dit tout à l'heure, sur une situation, il peut y avoir des retenues contractuelles, parce qu'on estime qu'il y a une non-conformité, ou quelque chose qui n'est pas terminé, ou voilà. Mais tout ça, c'est encadré dans un contrat qu'on a signé ensemble. Mais il faut payer les travaux qui sont réalisés. La bonne pratique, c'est celle-là de manière concrète. C'est si vous n'êtes pas d'accord sur 20%, payez les 80%. C'est une évidence. Voilà. Encore, des fois, il est bon de rappeler les évidences. C'est évidence qu'il faut rappeler, oui, on est d'accord. Et de dire à l'entreprise, non, on n'est pas d'accord là-dessus sur les 20%, parce que pour telle et telle raison, parce que on a un contrat qui disait ça, en espérant que le contrat avait été clair pour tout le monde et qu'il n'y avait pas et donc le guide a déjà ce mérite-là.
Donc c'est vrai que pour les adhérents, il n'est pas révolutionnaire et c'est vrai que voilà, mais il y a quand même des rappels des basiques. Et après, pour les adhérents aussi, c'est un guide qui vise toutes les hypothèses. Alors, il y a des focus VFA parce que ça fait partie aussi des points qui étaient intéressants dans la discussion sous l'égide de la médiation des entreprises. C'était que chacun rappelait le contexte dans lequel il travaille et que finalement tout le monde n'a pas forcément en tête parce qu'on est focus sur un aspect, un point particulier et de recadrer voilà, le contexte de travail, donc notamment la VFA. On a beaucoup discuté des garanties de VFA auxquelles sont tenus les promoteurs adhérents FPI pour les entreprises qui travaillent avec tout type de maître d'ouvrage. Donc voilà, dans ce guide, on le diffusera quand il sera complètement finalisé. Il y a des focus de VFA qui sont prévus. Et peut-être d'insister sur le fait que ce guide il a été fait avec les autres organisations professionnelles. Donc, quand vous parlez d'une entreprise, c'est la position de son organisation professionnelle. La CAPEB et la FFB, notamment, étaient avec nous. Donc, on est sur un document commun. Certes, qui peut parfois donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais au moins qui rappelle les bases de la fluidité et de la confiance entre les acteurs. Donc, on a décrit quelques actions, quelques pratiques que vous avez, que d'autres ne pratiquent pas, mais au moins ça vous permet de voir que ça existe, notamment les acomptes à la commande ou les avances remboursables. Tout le monde ne les pratique pas, encore une fois. C'est pas de dire tout le monde va le faire, c'est de dire si vous le faites, voilà à peu près dans quelles conditions on peut le faire. On a aussi réfléchi sur l'alignement des règlements d'entreprise par rapport à vos propres règlements en VFA. Ça, vous avez vos appels de fonds vis-à-vis des acquéreurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, et le cadencement des appels de fonds peut être visible pour vos entreprises de manière à ce qu'elles comprennent que la trésorerie qui est dédiée à une opération, elle vient des appels de fonds de VFA et qu'il y a une transparence sur ce système, parce que parfois les entreprises oublient que nous ne sommes pas le client final et qu'on est aussi tributaire des règlements de nos clients et que la loi est plutôt bien faite d'ailleurs, puisque le cadencement VFA normalement est fait de telle manière à ce que vous ayez toujours une trésorerie excédentaire par rapport à l'avancement du chantier et les règlements que vous avez à délivrer auprès des entreprises. Remercions en cela les législateurs de l'époque. Raisonnable et raisonné. Raisonnable et raisonné. On faisait une loi de 3 pages. Effectivement, donc moi j'ai parcouru le guide et je l'ai un peu amendé. Il y a des choses que chez Vinci Immobilier on pratique de temps en temps. Je prends l'acompte à la commande. Ça peut nous arriver sur des corps d'État pour lesquels il y a énormément de fournitures. Je vais prendre un lot un peu typique qui est la cuisine. La cuisine, pour celui qui fabrique la cuisine, lui, quand il arrive sur le chantier et qu'il pose sa cuisine, il a quasiment 100%, alors que on pratique des fois l'acompte à la commande. Paradoxal. Par contre, l'avance remboursable, ça c'est quelque chose, en tout cas chez Vinci Immobilier, qu'on fait peu. Voire qu'on fait peu, c'est un euphémisme, qu'on fait même pas beaucoup, parce qu'il y a aussi un contexte économique des entreprises qui fait que... Oui, et du coup ça coûterait, parce que du coup vous demanderiez une garantie, et le puis, coût de l'avance viendrait neutraliser. Et il y a quand même un tissu d'entreprises qui sont, même si on travaille avec 80%, on travaille toujours avec les mêmes entreprises. Enfin, on a cette chance-là. Moi je revendique le terme de partenariat avec les entreprises. Donc les gens retravaillent avec Vinci Immobilier, retravaillent avec les promoteurs d'une manière générale. Donc grosso modo, c'est que les gens doivent s'y retrouver sur ces sujets-là. Par contre, il n'empêche que même des acteurs historiques avec lesquels on travaille, des fois, sont liquidés. Et ces histoires d'avance remboursable, en fait, c'est une perte sèche pour l'entreprise, pour le promoteur. Ça, c'est clair. Paiement sur approvisionnement, ça nous arrive de le faire. Et des délégations de paiement, c'est quelque chose qui est demandé beaucoup plus par les entreprises ces dernières années, qui ont des trésoreries faibles. Donc, on va être amené à payer du béton, à payer directement du carrelage, du placo. Ça, vous le pratiquez de plus en plus. On le pratique de plus en plus. C'est très encadré, mais on le pratique. Les entreprises, c'est tout à fait... et nous, bien sûr, on la enfin, je ne vais pas dire qu'on le favorise, parce qu'il y a toujours une zone de risque, mais chaque fois que ça nous est demandé, on l'accepte. Et donc, c'est plus difficile pour tout ce qui est clause de variation des prix. C'est quelque chose. Il faut se rappeler qu'on est sur des marchés qui sont finalement quand même assez courts. Alors, on parle de 2 ans, par exemple. Il faut se rappeler que le promoteur, lui, il a vendu son logement
1 an, 2 ans, voire 3 ans avant. Donc lui, ça fait déjà 4 ou 5 ans sur un prix fixe. Donc d'avoir des... réviser. Voilà, c'est ça. On s'est aperçu que les acteurs avec qui on discutait ne savaient pas que nos prix n'étaient pas révisables par la loi. Nous, on vend des logements en 2020 qu'on va construire, grosso modo, en 2024. Donc, donc si l'entreprise nous demande des prix révisables, déjà que nous, on a pris un sacré risque. Donc c'est quelque chose ça nous arrive de le faire sur des très 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 gros marchés de durée vraiment très longue. Ou alors c'est un jeu avec, citer Vinci Construction, si on travaille avec Vinci Construction, on va être amené à se dire, bon bah... Vous êtes dans un groupe. Dans un groupe, et puis il y a un effort financier qui est fait au début, mais le risque n'est pas porté que par le constructeur. Exactement, c'est une question de répartition de risque. Qu'on fera sans doute moins avec des plus petites entreprises. Et justement, dans le guide, pour rebondir sur la délégation de paiement aux fournisseurs, on a mis aussi des points de vigilance. Ça aussi, c'est des points qui ont été partagés, notamment sur les conditions de gardiennage. Et c'est là où on a appris encore beaucoup de choses pour préserver les matériaux, etc. Les distributeurs ont un rôle aussi. Dans le guide. Voilà, tout à fait. Qui dit acquisition par le maître d'ouvrage de matériel dit que le matériel est quelque part. Et souvent chez les distributeurs avant d'arriver sur le chantier. Alors plus que d'acquisition, en fait, nous quelque part, on fait juste de la trésorerie. C'est nous, on va payer, mais le matériel reste la propriété de l'entreprise. La grande crainte du maître d'ouvrage, c'est que vous payez des portes palières, mais elles sont installées sur un autre chantier. Alors là, et puis l'entreprise disparaît. Donc là, tu te dis, bon, comment ça se passe maintenant? Et ça nous est déjà arrivé. Donc on essaie. On est un peu vigilant quand même. Voilà. Et c'est ce que, d'ailleurs, dans le guide, c'est ce qui permet d'être évité dans le guide. Exactement. Et puis l'établissement des règlements de solde de marché, c'est vrai que c'est un point de tension souvent sur l'établissement des décomptes généraux définitifs, ou parce que ça change d'équipe dans vos propres entreprises, ça a tendance à déraper parfois. Donc là, on a rappelé les bonnes pratiques sur la manière de le faire le plus rapidement possible. Ouais, là c'est vraiment l'histoire des 80-20. C'est-à-dire qu'on est d'accord à 80%, et même 80-20 à mon avis, c'est plutôt 95-5. On est d'accord à 95%, mais les 5 derniers pourcents, on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a eu une pénalité, parce qu'il y a eu une non-conformité, parce qu'il y a un compte inter-entreprise ou que sais-je. Et alors le pire, c'est de bloquer une situation de 25% de la dernière situation est bloquée parce qu'on n'est pas d'accord sur 5%. Non, il faut garder raison, on paye sur quoi on est d'accord. Et puis après, on discute sur les 5 derniers pourcents. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de clarification. Dans les éléments aussi du guide, il y a parfois des incompréhensions sur l'importance pour les maîtres d'ouvrage de certains documents qui conditionnent dans les contrats le DGD. Voilà, donc tout ça, c'est expliqué, c'est explicité pour l'ensemble des parties. Donc, sur les délais de paiement, on en a parlé tout à l'heure. Sachant que les choses pourraient évoluer. Et puis, on a parlé pendant ces réunions de médiation du coût de la défiance. Donc, on a voulu matérialiser. Bravo. Donc, mais là aussi, on a explicité, effectivement, c'est le gros prisme VEFA à la FPI. Donc, montrer un petit peu aussi le contexte dans lequel travaillent les maîtres d'ouvrage, particulièrement lorsqu'ils sont en VEFA et donc avec les différentes garanties. Là aussi, dans le guide, on a clarifié les garanties obligatoires, contractuelles, et rappeler finalement tout ce que permet de faire le droit, parce que on peut prévoir des choses contractuellement qui sont plutôt des mesures d'assouplissement et de préservation de la trésorerie. On a beaucoup parlé de la délégation de paiement en commission juridique, en commission construction, pour mieux connaître les pratiques. Donc tout ça, on l'a formalisé dans ce document qui a été partagé avec les autres fédérations professionnelles pour mieux comprendre mieux expliciter les contraintes et obligations de chacun. C'est ça. Et les différentes garanties, parce qu'il y a des garanties légales et des garanties contractuelles. Et donc, c'est pour ça que, on a invité la SMA BTP qui a accepté notre invitation pour venir faire ce focus particulier sur les cautions. Donc, il y en a beaucoup. On l'a vu dans le schéma tout à l'heure. Ce qui dit délégation de paiement dit aussi caution. C'est ça. Et donc, de limiter les coûts associés à tout cela, puisque, encore une fois, le coût de la défiance, c'est quelque chose %, parce que la banque, parce que le garant, parce que... Donc, c'est comment on traite ces sujets-là de la manière la plus fluide possible, et notamment tout ce qui va être la garantie... on a beaucoup parlé de la garantie de paiement des entreprises parce que ça, c'est un sujet qui revient
régulièrement. Donc voilà, on vous a mis un petit support pour mémoire, donc une garantie légale d'ordre public qui peut prendre différentes formes et pas seulement une caution, mais on va en parler. Et donc là aussi, je fais toujours le lien avec la médiation, c'est réfléchir à plusieurs pistes. Oui. Parce qu'on peut avoir le réflexe caution, mais quand la loi nous laisse un peu de latitude, eh bien là aussi, il faut le savoir et voir ce qui peut être envisagé. Donc on vous a mis quelques exemples, et notamment la délégation de paiement d'un établissement de crédit, ça peut être une piste. Donc voilà. Alors c'est vrai que la garantie de paiement, elle est pas frustrante, mais enfin je parle un petit peu parce que à la base il y a la confiance en fait. Ce que tu disais, Rémi, vous travaillez presque toujours avec les mêmes entreprises, donc c'est vrai que ça fait quasiment un peu bizarre. Aucune entreprise nous la demande, aucune entreprise principale donc avec laquelle on a un marché de travaux nous la demande. C'est rarissime. Ça peut nous arriver, ça nous est arrivé malgré le fait. Encore une fois, alors par contre. Là j'ai un biais parce qu'on travaille chez Vinci Immobilier. Donc, qui dit Vinci, on sait que. Enfin, on sait. Normalement, Vinci Immobilier ne devrait pas disparaître. Je dis pas. Dans quelques années, au moins. Donc, il y a une vraie confiance. Et comment ça se passe avec des promoteurs plus petits? Je pense que c'est un tout petit peu différent. Mais il y a une confiance. Ouais, il y a vraiment une confiance. Ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un promoteur plus petit va travailler avec encore moins d'entreprises, de vrais partenaires. Ils se suivent depuis 5, 6, 10 ans peut-être. Et donc, il y a une confiance mutuelle. C'est quelque chose qui nous est très peu demandé. Par contre, nous, c'est vrai que c'est une garantie qu'on nous demande quand l'entreprise va sous-traiter. Parce que pour le coup, le risque que l'entreprise disparaisse, malheureusement, ça, on y est confronté. Et chaque fois qu'on a été assigné par un sous-traitant qui n'avait pas la garantie de paiement et qui nous réclamait le paiement de sa prestation, même si on l'avait déjà payé à l'entreprise principale, on a été condamné à la payer. Voilà. Donc c'est vrai que pour le coup, cette garantie de paiement-là, nous, on la demande systématiquement, ou alors c'est nous qui payons en direct le sous-traitant. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est les délégations de paiement d'un établissement de crédit que tu évoquais, Bérangère, parce que le promoteur peut avoir besoin d'un crédit pour financer son opération, et du coup, une délégation directe de la banque vers l'entreprise est tout aussi rassurant. Bien sûr, si c'est encadré, c'est pas une garantie, je suis payé par la banque même si j'ai rien fait. Je caricature, mais il y a la possibilité d'avoir quelque chose là qui a pas une multiplication de coûts avec une réciprocité garantie caution. Donc c'est aussi de regarder les coûts associés à chaque fois de ces procédures. L'autre point qu'on a beaucoup abordé aussi pendant les réunions, c'est la retenue de garantie, alors qui, elle, n'est pas obligatoire, c'est facultatif, même si c'est quasi systématique dans tous les contrats. Et c'est vrai que je le rappelle souvent, en fait, juridiquement, l'objet de la retenue de garantie, c'est les réserves de réception. Et donc ça aussi, on en a beaucoup parlé avec la représentante de la Fédération du bâtiment et la FNTP, parce qu'on a expliqué finalement les garanties que le promoteur, notamment VEFA, doit aux acquéreurs, et cette fameuse garantie des vices et non-conformités apparentes post-livraison, donc post-réception, pendant une garantie de parfait achèvement des entreprises. Et c'est là où vous, maître d'ouvrage, voilà, quel est le levier dont vous disposez ou pas, notamment financier, pour que l'entreprise vienne lever les réserves post-réception. Et donc ça, on a eu de longues discussions avec nos... D'abord, la confiance et le partenariat. Enfin, encore une fois, on est des métiers où, encore des métiers où les gens se parlent. Les gens se parlent, les gens se connaissent, les gens arrivent à déjeuner des fois le midi ensemble en toutes les qualités, sans qu'il y ait de rien derrière. Et heureusement, les entreprises avec lesquelles on travaille gagnent leur vie. Nous, on finit par gagner notre vie, tout le monde gagne sa vie. Et donc, ils respectent, bon an, mal an, la levée des réserves. Par contre, je ne cache pas que dans nos contrats, dans nos marchés de travaux que les entreprises signent, on a la possibilité d'avoir une retenue complémentaire. Le maître d'ouvrage, le directeur de programme a la capacité de faire une retenue complémentaire qui peut être négociée au début par l'entreprise en disant non, je ne suis pas d'accord, c'est marqué 5, on va mettre 2, on va mettre 1, ou on fait sauter l'article. La phase de négociation classique dans un contrat qui est tout à fait ouverte. Et moi, je prône le dialogue en démarrage de l'opération. Encore une fois, l'opération, c'est un partenariat, il faut tous qu'on arrive au bout. Donc, il ne faut pas que le maître d'ouvrage, qui est peut-être en position de force, impose des choses parce que de toute manière, ça ne marchera pas. Si l'entreprise n'est pas d'accord, on le vit tous les jours, l'entreprise disparaît, elle ne vient plus sur l'opération, alors vous avez beau la signer, lui dire que vous allez faire tout ce que vous allez faire, en fait elle sait très bien qu'on ne va pas le faire et que tout le monde va être un peu dans la mouise. Et donc,
En fait, il vaut mieux bien négocier, de se dire voilà ce qu'on attend de vous, sur l'objet, sur les délais, ce que vous voulez. Et puis sur les clauses un peu particulières comme celle-ci, on arrive à les négocier. Par contre, c'est quand même un moyen de temps en temps, quand on ne sent pas l'entreprise et qu'on sent une non-qualité arriver, de garder un petit moyen de pression. Voilà. Et c'est pour ça qu'une des bonnes pratiques, c'est le 3+2, c'est-à-dire 3% pour les réserves à réception et 2% pour les réserves postes. C'est une des propositions qui a été faite. Mais justement, voilà, c'est peut-être en fait ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Rémi, c'est que vous communiquez en bilatéral, c'est entreprise et maître d'ouvrage. Et on s'est rendu compte avec ces discussions-là que finalement, si on faisait rentrer des assureurs, enfin des garants, des banquiers, de savoir aussi ce que eux sont capables de proposer, voilà. Parce que finalement, on a tous des réflexes, en fait. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'habitudes. Et donc, il faut parfois ouvrir ses chakras. Et une crise peut avoir ce mérite-là. Voilà, de réfléchir et concevoir différemment. Et donc, c'est vrai que ce sujet de retenue de garantie, on met glissante, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, mais c'est l'idée de savoir que peut-être la retenue de garantie, voilà, juridiquement, dans la loi, c'est réserve de réception, mais c'est pas parce que la loi n'interdit pas de traiter le post-réception. Donc, et de voir, voilà, un peu en matière d'ingénierie juridique et financière, ce qui est possible de faire aussi. Donc, on a des échanges en ce moment, voilà, notamment avec la SMA BTP, où on revoit finalement toutes ces garanties et de réfléchir. Ça serait effectivement des combinaisons. Alors, nous, côté SMA BTP, on ne propose pas cette typologie de retenue de garantie glissante, pour reprendre le terme approprié, mais ça serait effectivement une combinaison avec un schéma, comme tu disais, Franck, de par exemple 3% de retenue de garantie, puis 2% d'une caution, par exemple une garantie de parfait achèvement, qui viendrait du coup dans le package global de 5% et qui permettrait de résoudre cette difficulté des désordres survenus après la réception. Donc c'est des sujets effectivement techniques par rapport à la faisabilité, il faut voir ce qui est possible de faire, mais c'est des sujets de réflexion. C'est comme la combinaison GFA-GPE, peut-être la possibilité d'avoir des garanties aux entreprises qui soient glissantes là aussi, c'est-à-dire qui garantissent par exemple 3 mois de situation. Oui, et pas sur l'assiette. Et pas sur la totale du chantier. Encore une fois, notre enjeu là, c'est pas de pas la donner, mais c'est d'en réduire les coûts et de trouver des solutions qui fassent que le coût soit plus faible pour les acteurs parce qu'ils se font confiance et qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher des coûts élevés de garantie et de caution dans l'environnement dans lequel ils sont. Donc on va pouvoir rebalayer les différentes garanties qui sont existantes aujourd'hui. Donc les garanties entre guillemets légales qui viennent sécuriser les contrats par notamment l'effet de la législation, et puis toute la panoplie des garanties qui ont émergé de la pratique. Mais voilà, je vais laisser Frédéric présenter, rappeler un petit peu ces différentes garanties. Donc là, on vous a mis les garanties de sécurisation des contrats. On va y venir effectivement. Donc nous, SMA BTP, on est davantage connus effectivement comme mutuelle d'assurance. On existe pour rappel depuis 165 ans et on est spécialiste de l'assurance des métiers de la construction et de l'immobilier. Et on a développé cette activité de caution et de garantie. Depuis 3 ans, on propose des cautions de marché pour les entreprises du BTP, donc nos clients sociétaires en accessoire de leurs produits d'assurance. Et depuis maintenant 1 an, avec l'intégration de l'activité CGI Bâtiment, qui est un acteur historique des garanties pour les constructeurs de maisons individuelles et également pour les promoteurs immobiliers, tout ce qui est garantie financière d'achèvement, garantie de bonne exécution. On scinde un petit peu les garanties et les cautions, je dirais, en 2 grandes typologies. Il y a toutes les garanties qui permettent de sécuriser les opérations et les contrats, et toutes les garanties qui permettent plutôt d'améliorer la trésorerie des entreprises. Si on les scinde un petit peu selon ces 2 schémas, donc vous avez pour tout ce qui est sécuriser les contrats, donc les fameuses garanties financières d'achèvement en VFA, qui sont d'ordre public. On retrouve aussi un petit peu le pendant, tout ce qui est garantie d'exécution, aussi appelé garantie de bonne exécution, GBE, dans le cadre de contrats de promotion immobilière, qui, elles, généralement, sont plutôt d'ordre contractuel, sauf qu'on est dans le logement, où là, effectivement, elles requièrent de nouveau un caractère d'ordre public. Les 2 garanties sont assez similaires dans leur fonctionnement. En fait, on garantit l'achèvement de l'ouvrage. Vous avez tout ce qui est garantie de paiement de travaux, donc la fameuse GPE, comme on l'a cité. On délivre, en tout cas nous, on en délivre occasionnellement. Comme vous le disiez, on est assez peu sollicité sur la mise en place de ce type de garantie. Donc ça fait notamment l'objet aussi de discussions de travail pour voir comment
comment on peut développer cela ensemble avec les différentes instances. En revanche, avec un critère, effectivement, il est compliqué de délivrer cette garantie de paiement de manière indépendante à la GFA. Les deux vont de pair. Ça paraît logique. Exactement. Même si c'est pas les mêmes. Mais ouais, mais c'est le risque est similaire. Ça, exactement. Il y a également tout le pendant, toutes les parties des garanties de paiement du sous-traitant, comme vous le citiez, donc qu'on appelle des cautions de marché. Et enfin, d'une manière un peu plus accessoire, les garanties de bonne fin de travaux au bénéfice du maître d'ouvrage. Et qui est parfois un petit peu la réciproque du coup de la GPE. Si on descend tout ce qui est les garanties plutôt qui permettent d'améliorer la trésorerie des différents intervenants, donc on peut retrouver parmi ces garanties donc la caution de retenue de garantie, à hauteur en généralement de 5% du marché, la garantie de remboursement d'acompte, aussi appelée constitution de restitution d'acompte, qu'on délivre, on en délivre un certain nombre, notamment pour nos entreprises du BTP. Tout ce qui est des garanties parfois un peu moins connues, mais qui peuvent être utiles notamment pour les maîtres d'ouvrage et pour les promoteurs immobiliers. Tout ce qui est caution d'indemnité d'immobilisation en remplacement du dépôt de garantie dans le cadre d'acquisition foncière. Quelques cautions fiscales aussi, notamment pour les taxes liées au permis de construire et les permis d'aménagement. Et des cautions de paiement à terme du terrain, souvent dans l'esprit d'un crédit vendeur pour garantir un crédit vendeur dans le cadre de l'acquisition du terrain. Donc c'est un petit peu la panoplie des garanties et cautions que vous pouvez qu'on trouve sur le marché, que vous pouvez trouver chez nous à la SMA BTP. Et donc ça, voilà, c'est ce catalogue qui nous permet de réfléchir et ça va être un peu il y a le guide de bonne pratique qu'on finalise. En fait, et il y a ce qui va découler finalement de ce guide et les échanges. On travaille sur 3 axes, le guide lui-même, les produits. Et on remercie la SMA BTP d'accepter d'y travailler avec nous, FPI, mais aussi en coopération, nous l'avons dit, avec la FFB et la FNTP. Et puis, 3e axe sur lequel on va travailler en début d'année, c'est les modèles types de retenue de garantie, les documents types. Voilà. Où on s'aperçoit que chacun a les siens, que l'écart entre nous, il existe, évidemment, puisque chacun y a mis le poids de ses intérêts particuliers, nous les premiers. Et qu'il y a un travail à faire pour trouver peut-être des documents types qui fassent l'accord de toutes les parties et qui puissent servir de modèle de référence pour tout le monde. Voilà. Oh, ça, on doit y arriver. Il y a quelques années, on avait travaillé, rappelle-toi, sur un modèle de demande d'agrément commun, que Bérangère était déjà là, et avec les acteurs de la FFB, et on est arrivé à un accord sur le texte. Donc, je veux bien croire qu'on devrait y arriver. Il y a plein de raisons. Il y a une petite remarque dans le chat, mais qui fait complètement écho aux échanges qu'on a eus en médiation. Il est dommage que les entreprises ne s'obligent pas à fournir la garantie de bonne fin de travaux en raison d'un coût supplémentaire. C'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a essayé de travailler dans ce guide-là et avec nos partenaires. C'est finalement pourquoi vous demandez cette garantie-là. Et c'est vrai que le miroir entre guillemets garantie de paiement des entreprises et garantie de bonne fin de travaux, c'est un peu la manifestation d'un début de défiance. Voilà, donc on essaie de travailler à éviter ce genre de pratique, et donc comment à travers les produits financiers qui sont délivrés, comment on peut essayer de trouver un terrain d'atterrissage financier, juridique confortable pour tout le monde. Donc on est aux prémices de ces réflexions. Le plus fait possible, parce que l'enjeu de tout ça, c'est combien ça coûte, parce que on va pas se leurrer. Et je dirais que c'est notre conclusion. L'objectif, c'est que les gens se fassent confiance. Si les gens se faisaient totalement confiance, il y aurait une caution de garantie. Maintenant, ça sert à fluidifier la confiance, et donc il faut que le coût soit le plus faible possible pour les acteurs, surtout dans ces moments difficiles. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a des causes exogènes au chantier. Souvent, Vinci Immobilier va très bien s'entendre avec une entreprise, mais l'entreprise s'entend très très mal, ou ça se passe très mal sur une autre entreprise, sur un autre chantier. Et en fait, c'est l'autre chantier qui va entraîner la chute de l'entreprise. Et c'est aussi pour ça mais malheureusement, ça arrive. Eh bien, il ne me reste qu'à vous remercier vraiment, chaleureusement. Merci Pierre. Merci à vous. Pour la présentation en détail de la médiation des entreprises. Merci beaucoup Rémi. Merci à Nicolas qui est en visio. Et puis Frédéric, merci beaucoup d'être présent. Et puis merci à vous. On sera amené à retravailler
dans les prochains mois. Et nous, on continue à travailler, évidemment, absolument, sous l'égide de la médiation aux différents travaux. Et on tiendra les adhérents informés des suites. Voilà. Et merci à Bérangère. L'ingénierie juridique et financière. Merci pour le travail à double casquette, à la fois directrice juridique de l'FPI, mais médiatrice. Et donc, elle apporte une richesse à nos échanges. Merci beaucoup, Bérangère. Et l'intelligence collective. Voilà, et il ne nous reste qu'à vous souhaiter à tous un excellent Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons l'année prochaine pour un nouveau webinaire. On peut donner la date, le 22 janvier. Le 22 janvier, on ne dira pas bien, sur quel sujet. On parlera d'un sujet... Pas très éloigné celui-ci. Donc encore une fois, merci encore à tous. Merci. Passez de bonnes fêtes. Et merci à tous nos auditeurs. Au revoir. Au revoir, bonne journée.